quelques secondes de vidéo que vous venez de voir m'ont pris des heures de travail à faire. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réalisé cette publicité pour le lancement d'une formation du champion de France de Muscle Up, de l'écriture au tournage, au montage, jusqu'à la livraison au client. Et surtout, je vais te partager des astuces de prise d'image et de montage que tu n'as jamais entendu ailleurs sur le YouTube francophone, je le garantis. Et en vrai, cette vidéo, ça aurait pu être un échec total. Projet repris en cours d'écriture, deadline serré, un seul après-midi de tournage. Lui, c'est Alexis, et il m'a contacté sur Instagram parce qu'il voulait sortir en urgence une publicité pour le lancement de son guide pour apprendre à faire un muscle up, parce que lui aussi, il a été débutant complet un jour. Mais à force de travail, de rigueur, de discipline, il a réussi à passer ce mouvement. Et aujourd'hui, il est champion de France de muscle up. C'est quand même un sacré parcours. Il pense que n'importe qui peut réussir à le passer à condition d'avoir un bon entraînement. Son problème, c'est qu'il bossait depuis octobre sur ce projet sans réussir à le concrétiser. Et avec le temps, sa deadline de publication de sa publicité arrivait à sa limite. Alors quand j'ai reçu son message, j'ai directement proposé un appel le soir même. Et tout de suite, les différentes étapes de l'appel par lesquelles je suis passé et que tu peux toi aussi réappliquer lors de tes appels avec les clients. Commence par bien écouter le client. Et ensuite, seulement quand tu as compris les enjeux, quand tu as compris ce qu'il voulait, rebondis immédiatement et structure la suite des opérations. C'est-à-dire donne de la valeur en proposant des solutions clés pour qu'il réussisse à faire passer son message. Il faut montrer un échantillon de ta puissance créative actionnable, de ta posture de vidéaste avant même de signer le deal avec lui. Parce que ce sera beaucoup plus dur pour lui de refuser un devis si l'appel que vous avez fait a drastiquement fait avancer son projet et si tu as développé une vision qui est propre à toi et qui peut pas forcément exploiter avec un autre vidéaste. En bref, si tu as vraiment pris les choses en main, pour lui c'est compliqué de refuser le devis. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois gourmand sur le prix, ça veut dire simplement que c'est une astuce que tu peux mettre en place. Et même dans le cas où c'est le client qui vient vers moi, qui a entendu parler de moi, qui est déjà convaincu, il faut toujours renforcer sa posture d'expert. Et pour ça, j'ai un truc très simple que tu vas pouvoir mettre en place dès ton prochain appel. Distribuer des consignes pour la fois d'après, pour le prochain appel. En l'occurrence, j'ai demandé à Alex de me fournir des images du lieu du tournage qu'il avait déjà repéré, mais aussi de me faire des propositions de musique en faisant une sélection sur Artlist. De mon côté, je me suis donné la consigne de lui présenter pour le prochain appel un panel de différentes vidéos qui sont similaires à ce qu'il veut produire. Le but, c'est que parmi chacune de ces vidéos que je lui ai présentées, c'est qu'on puisse identifier un point fort, une idée à infuser dans notre vidéo finale. Voici le pitch de la vidéo. Deux élèves entrent dans une salle de sport. On ne voit pas leur visage. Ils reçoivent sur leur téléphone une notification de la Muscle Up Academy. Alexis fait une démonstration technique du mouvement du Muscle Up. On remonte dans le temps avec des images d'archives de son premier Muscle Up en 2014 à son titre de champion de France en 2023. Ensuite, on voit Alexis enseigner le mouvement du Muscle Up à ses élèves, puis ses élèves réaliser le mouvement et le réussir. Et enfin, la vidéo se termine sur un call to action qui envoie vers le site de la formation avec une offre de lancement. Ah oui, et la voix off de Alexis vient appuyer ses propos tout du long de la vidéo. Évidemment que tout ce brainstorming est compilé du coup dans un dossier de pré-production. Tout ce travail est important et ne doit pas être pris à la légère parce qu'il vous permet de vous assurer que toi et le client, vous avez la même vision. Et surtout, avec ton client, ça te permet d'avoir un document officiel, commun, auquel vous pouvez vous référer. Parce que crois-moi, plus la vision est claire lors de l'étape de l'écriture, plus ça se ressent dans les étapes suivantes. Ça me permet, quand le jour du tournage arrive, de donner une intention à tous les plans que je capture. Parce que je sais quelle émotion je veux donner au viewer. Mais l'émotion, ça passe aussi par du technique. Donc voici tout de suite la liste du matériel que j'ai utilisé pour le tournage. J'ai filmé avec 7A7S3 avec le 2470 GM2 en 4K 120 fps. J'ai utilisé aussi un DJI Ronin RS3 Pro. Alors pourquoi ce choix de faire des plans au stabilisateur, de faire des plans en 120 fps? C'est parce que je voulais faire du speed ramping. Donc en post-prod, venir ralentir les plans avec des images clés pour accentuer la puissance des muscle up et de manière générale avoir un plus grand contrôle temporel sur les plans pour mieux timer les actions sur la musique. D'ailleurs, on parlera du rythme de montage et comment on peut utiliser cette histoire de ralenti à son avantage plus tard dans la vidéo. C'est beaucoup trop sous-coté, personne n'en parle. Alors oui, la 4K 120, ça prend de la place, mais j'avais prévu le coup en ramenant mon Mac sur lequel j'ai pu switcher entre mes deux cartes SD pour faire une rotation et pendant que j'étais en train de tourner, l'autre était en train de se vider sur le Mac et de cette manière, j'ai pas eu de problème. Et pour ce qui est des lights, j'ai utilisé une Amaran 300C RGB et j'ai aussi utilisé un Aputure Light Dome. Mais il n'existe aucun tournage sans contrainte, imprévu, choix artistique. Alors je vous fais la liste ici tout de suite. Premièrement, en arrivant sur les lieux, j'ai trouvé que la lumière naturelle de l'endroit était assez parfaite de base pour créer l'univers tamisé que je voulais faire. Pour le coup, j'ai très peu utilisé la light que j'avais apportée, sauf en toute fin de journée quand la lumière du soleil a commencé à descendre. Là, il a fallu venir rehausser. Mais comme vous pouvez le voir, ces fenêtres au plafond forment des puits de lumière qui viennent apporter du contraste à la pièce. En plus de ça, elles agissent comme des backlights et particulièrement sur les plans en contre-plongée quand Alexis est en haut lors du mouvement du muscle up, elles sont directement derrière lui et l'aident vraiment à se détacher du background. Et ce, même si sa tenue est complètement noire. Et avoir un plan en contre-plongée et en plus de ça, une lumière aussi divine entre guillemets derrière lui, ça donne vraiment une sensation de puissance. Et s'il y a bien quelque chose qui peut nous aider là-dedans, c'est l'ajout de fumée. J'ai utilisé une machine à fumer Rosco qui m'a vraiment aidé pour tamiser encore plus la lumière dans toute la pièce et accentuer ce côté mystérieux. Pour le coup, la machine
machine à fumer, c'est vraiment un cheat code. Par contre, attention à la quantité de fumée et à la distance par rapport au sujet. Parce que plus on s'éloigne, plus le sujet devient terne et perd en contraste. Regardez ce plan au tout début et regardez à la fin du plan quand je me rapproche à quel point le contraste augmente. Donc au final, ce plan, je l'ai pas utilisé, mais si je devais l'utiliser, je ferais une animation de clé de la correction de couleur lumétrie pour avoir un contraste plus élevé au début et avoir un contraste moins élevé à la fin. Et je vous rappelle la contrainte principale lors de ce genre de tournage qui était de ne pas filmer le visage des coachés pour que les gens qui regardent la vidéo puissent s'identifier directement. Et donc pour ça, j'ai pensé à 3 types de plans tout simplement. On a ce premier plan où je viens filmer la personne de dos ou de 3/4 dos, du coup on ne voit pas ses traits, ou alors je vais lui demander de se mettre dans une position en contre-jour de manière à ce qu'on ne voit pas clairement ses traits. Donc pour moi ce plan là il était good, ou alors faire passer un élément du décor devant leur visage. Et le plus fou c'est que toutes ces contraintes, tous ces efforts, tout ce matériel réuni, ça aurait pu complètement passer à la trappe à cause d'une seule erreur que j'ai failli faire. J'ai commencé par filmer Alexis, faire des muscle-up, être à l'aise, enchaîner les répétitions sans aucun problème, à la chaîne, bourriner. Pour moi c'était parfait qu'il soit aussi à l'aise parce que quand je filme un mouvement, et notamment le mouvement du muscle-up, j'ai besoin d'être à l'aise pour réussir à le capturer. C'est sûr que je vais pas réussir du premier coup. Donc le temps que je chope le coup de main, il a fallu plusieurs essais. Mais j'ai oublié un truc, parce que quand est arrivé le tour des élèves de faire ce mouvement du muscle-up, dans ma tête, moi, j'étais habitué à ce que la personne que j'avais en face de ma caméra enchaîne des répétitions facilement. Inconsciemment, j'avais été conditionné par la facilité d'Alexis. Mais nous, en fait, c'est pas des champions de France, donc il a vraiment fallu que je me concentre parce que j'avais que quelques essais pour capturer ce qui était peut-être le plan le plus important de la vidéo. La preuve indéniable que les élèves de Alexis réussissent à passer le muscle-up et donc que sa formation est crédible. Et spoiler, j'ai réussi, on a réussi à tourner tous les plans et maintenant qu'on a tout ça, il est temps de passer au montage. Et en parlant de montage, les gars, voici à quoi ressemble ma timeline finale. Donc je l'ai divisé avec des marqueurs qui correspondent à chacune des parties de la vidéo. Je travaille toujours avec des marqueurs parce qu'ils m'aident à me repérer visuellement et rapidement. Le fait de définir dès le scripting la durée de chacune des étapes, de chacune des séquences, en fait, ça permet de savoir et d'arriver le jour du tournage en sachant en quelle durée de temps il va falloir que je compresse ces informations-là. Et d'ailleurs, une autre manière de mieux visualiser ça, c'est de choisir une musique avant le tournage parce que ça va te permettre d'associer les différentes parties de ta vidéo avec la musique. Et donc ça va te permettre non seulement de séquencer ton travail, mais aussi de lui donner une émotion, une couleur. Ça veut donc dire qu'avant le tournage, j'avais déjà une séquence avec des marqueurs de temps et une musique prêts à recevoir les rushs que j'allais tourner. Mais avant d'en arriver à cette timeline finale, vous le savez, il faut dérusher. Et pour ça, j'ai créé du coup une première séquence. J'ai étalé tous mes clips par thème. Là, par exemple, il y a tous les clips qui concernent Alexis, tous les clips qui concernent la fille, les clips qui concernent le garçon. Là, on a toutes les images d'archives, les images de la compétition aussi. Donc une fois que j'ai tout déposé dans cette timeline, comme vous pouvez le voir, j'ai d'ores et déjà raccourci tous les plans pour enlever le début et la fin, donc pour ne garder que l'action qui nous intéresse dans la vidéo. Et donc quand j'ai fini ce travail de découpe, ça me permet de prendre du recul et d'identifier pour chaque sujet quelle quantité de matière exploitable j'ai. Ça va me permettre aussi de créer la base, le socle d'un système de dérush en pyramide. Cette métaphore de la pyramide, elle est là pour vous aider à comprendre comment vous devez penser votre dérush. Donc ça c'est votre base et ça c'est votre objectif. Et entre les deux, il y a un nombre de tranches que vous-même allez définir en fonction de votre besoin. Chacune de ces tranches est en réalité une séquence de moins en moins épaisse, de moins en moins fournie en matière, en rush, jusqu'à s'affiner complètement et obtenir le résultat final. En gros, plus vous avez de quantité de rush de base, plus vous êtes libre de faire plein de séquences de dérush progressifs pour arriver à une histoire finale épurée. La deuxième séquence de dérush, c'est simplement la duplication de la première séquence qui est retravaillée, élaguée, où en fait je suis venu trier par ordre d'apparition chronologique dans la vidéo chacun des plans. Et donc pour chaque plan, je vais me forcer à garder que 2 ou 3 prises. Et d'ailleurs, je vais colorier en jaune celles qui me semblent être les plus exploitables parmi toutes celles que j'ai tournées. Par exemple, ici, sur tout ce rush, on voit que j'ai gardé la meilleure coupe, le meilleur passage qui pour moi est celui-ci. Et maintenant, à partir de ça, il va falloir construire la pointe de la pyramide, c'est-à-dire l'histoire en elle-même. Et pour ça, c'est les marqueurs qui vont nous aider justement. Grâce à eux, créer un montage va se transformer en partie de Tetris. Pour ça, on peut utiliser la méthode de la double timeline. Par exemple, si j'ouvre ma timeline de dernier dérush, je la place au-dessus et en fait, je viens au fur et à mesure nourrir mon montage de base. Par exemple, je cherche à remplir cette partie de montée en intensité. Donc, je vais zoomer sur ma timeline de dérush et je vais aller chercher par exemple dans les plans des yeux et je vais prendre par exemple ce plan-là. Je vais le glisser directement dans cette composition pour pouvoir au fur et à mesure remplir toute cette partie de montée en intensité. Et une fois que vous avez fini de poser tous les plans et que vous avez collé ensemble une structure, une histoire, vous avez réalisé ce qu'on appelle un pré-montage. Généralement, c'est là que je me prends une petite pause pour prendre du recul sur ce que j'ai fait, envoyer la structure au client pour qu'il me donne son avis. Mais dans ce cas précis, avant de lui envoyer, il nous reste une chose à faire.
Parce qu'il y a 4 plans au début de la vidéo qu'il va falloir qu'on étudie ensemble. C'est pas des plans ordinaires, c'est des plans où il y a du travail de VFX. L'idée c'était donc de faire pop-up des notifications tout en dissimulant leur visage. En même temps, vous pouvez voir que les plans sont plus ou moins larges pour permettre aux viewers de se repérer dans l'espace, définir où est la scène, mais ils permettent aussi d'introduire nos deux personnages. Donc ce que j'ai commencé par faire, vous pouvez le voir donc dans ce premier rendu, cette structure que j'ai envoyée au client. J'ai commencé à créer des assets indicatifs qui n'auront pas le design final, mais qui ont du coup un emplacement, qui ont également une animation d'apparition et aussi sur ce dernier plan là, le tracking sur le téléphone pour que le client puisse se donner un ordre d'idée de à quoi ça va ressembler au final et qu'on puisse valider ensemble les bonnes animations, la bonne DA de notification. C'est toujours plus facile de faire ça une fois qu'on a les plans réellement sous les yeux que de le faire en amont au niveau de la disposition des notifications. Et donc pour les VFX, comme vous vous en doutez, je les ai fait sur After Effects dans des compositions liées. Si on regarde bien, il y a des vidéos qui sont désactivées en dessous, sans simplement d'anciens rendus des animations. Par exemple, du coup, si j'enlève celle-ci et que je mets celle-là, on peut voir que c'est une ancienne animation. Si je réactive celle du dessus, vous voyez que j'ai changé l'habillage, j'ai essayé de faire en sorte qu'il se fonde plus dans le background en lui rajoutant un glow. Si je désactive les deux, ici en rouge, on a le projet After Effects qui est directement lié, donc le projet qui n'est pas rendu. Et en dessous de tout ça, il y a le plan original, le rush de base, sans aucune correction qui est appliquée, à part un ralenti. Pour ces deux premiers plans, j'ai simplement appliqué un slow-mo. Ce plan-là, j'ai appliqué non seulement du coup un slow-mo si on clique sur la séquence imbriquée, ralenti à 50%, et si on revient ici, on peut voir que je lui ai appliqué un effet de stabilisation directement dans Premiere. J'ai appliqué beaucoup d'effets. Il y a du tracking d'espace 3D, il y a du tracking de points. Ici, pour ce dernier plan, j'ai combiné un tracking planaire pour incruster la vidéo dans le téléphone, mais j'ai aussi incrusté un espace 3D pour avoir des notifications qui flottent dans l'espace. Là, si j'isole ce plan-là, par exemple, c'est une des notifications et on peut voir que j'y ai appliqué des images clés de blur pour que ça matche avec le focus de la caméra. J'ai aussi utilisé de la rotoscopie, par exemple pour ce premier plan, la notification sort de derrière la personne. Ici juste en dessous on a deux fois le message, celui du dessous il a un deep glow pour l'incruster davantage dans l'environnement. Là pour ce plan 2, l'animation du coup d'entrée dans le cadre de la notification, j'ai tout simplement utilisé Premiere Composer. Je pense que c'est celle-ci. J'ai juste changé du coup le point d'ancrage pour faire en sorte que la notification sorte du téléphone. La DA des notifications, je vous le donne en 1000, c'est la même que celle des notifications Apple. Donc on a décidé d'aller au plus simple pour que le viewer soit pas perdu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis abstenu de faire des animations d'entrée trop compliquées. Et une fois que les notifications ont été validées par Alexis, la première chose que je me suis empressé de faire dans Premiere Pro, c'est de prendre ce projet, cette composition liée, de la dupliquer et de faire un clic droit dessus et de faire effectuer le rendu et remplacer. Du coup, vous allez obtenir ça, une vidéo normale en point MOV, et vous aurez du coup la possibilité de désactiver la composition After qui va faire énormément ramer Premiere Pro et qui, du coup, à chaque fois que vous allez faire un rendu de votre timeline complète Premiere, va devoir faire un rendu supplémentaire de ces animations. Rendre les vidéos, ça m'a permis aussi d'être à l'aise pour pouvoir faire des animations de transformation, recadrer les images pour faciliter leur lecture. Par exemple, ici, si je réinitialise toutes les options de transformation que j'ai appliquées sur la vidéo, on a une vidéo de base qui est comme ça. Et maintenant, si je viens d'abord remettre l'échelle qui était à 115, j'ai déjà beaucoup plus zoomé dans l'image pour éviter d'avoir trop d'espace vide. Regardez, ça c'était avant. Il y avait un espace vide et aussi cette barre là qui n'était pas forcément comprise entièrement dans la vidéo et qui du coup était pas forcément compréhensible, qui faisait un peu brouillon. Donc en augmentant la taille, on se débarrasse de cette poutre, et en plus de ça, avec l'effet de transformation, l'animation de zoom, on insiste sur un mouvement pour ramener l'œil du viewer quelque part. Mais sur cette dernière composition, c'est dans After que j'ai fait le zoom, et ce zoom il est quand même assez hardcore. Vous voyez qu'on passe de 100 à 350, et ce zoom nous permet de rentrer complètement dans le téléphone et d'arriver sur un nouveau plan, sur une nouvelle séquence où le personnage d'Alexis il est introduit en synchronisation avec la musique sur un pré-drop. Si je vous fais écouter la musique, et là, on a le vrai drop. C'est pour ça qu'on a choisi cette musique, c'est parce qu'il y avait cette petite poche de montée en intensité. Sur cette timeline, du coup, on peut voir dans cette piste audio la maquette de la voix off de base que Alexis a enregistrée chez lui. Si on l'écoute, ça donne ça. Le muscle-up, c'est un petit peu le mouvement roi du calisthénique. Et si maintenant on écoute la version finale que j'ai mis dans la piste juste à côté. Le muscle-up, c'est un petit peu le mouvement roi du calisthénique. Donc la qualité d'enregistrement n'est pas du tout la même. On a été dans un studio et c'est l'ingénieur qui s'est occupé de la mixer directement lui là-bas. Le seul effet sonore que j'ai appliqué, c'est un égaliseur paramétrique sur la musique où j'ai baissé tous les tons moyens de la musique, ce qui permet de faire ressortir la voix. Mais aussi, là j'y pense maintenant, je viens de le voir, j'ai appliqué un limitateur fixe sur ma sortie générale audio qui va permettre de filtrer les sons et de tous les limiter à moins 3 dB. Ici j'ai réglé sur moins 3 dB en crête authentique. Alors concernant les images d'archives, même si on voit
que Alexis est beaucoup plus jeune évidemment sur ces images, que la qualité est beaucoup moins bonne et donc on comprend par conséquent que c'est des images d'archives, des vieilles images. Je pense que pour que l'information monte encore plus vite, il faut mettre une date en gros pour que ce soit plus marquant. Comme c'est des plans qui vont relativement vite, il faut mettre cette information en plein milieu de l'image de manière assez visible sans pour autant masquer l'action derrière. J'ai aussi ajouté des SFX de shutter à chaque fois qu'il y a un nouveau plan qui apparaît. Le fait d'avoir utilisé la même en plus, ça se combine bien avec cette sensation de répétition mécanique du mouvement du muscle-up et ça renforce cette sensation de régularité, de discipline de Alexis à travers le temps. Concernant l'insert des plans de compétition, jusqu'ici, j'ai ajouté en plus de l'image aussi un audio que j'ai repéré quand j'ai dérushé du coup ces plans-là. Donc c'est cet audio-là. Et c'est validé, on peut l'applaudir. Il est actuellement pro. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet audio, il n'intervient pas à ce moment-là du rush. Le speaker, vous l'entendez parler, mais en réalité, il dit « et c'est validé, on peut l'applaudir » une fois que Alexis a réussi à faire son muscle-up, donc un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour gagner du temps, j'ai coupé en fait cette partie vidéo, je l'ai isolée et je l'ai ravancée pour la mettre au moment où il réalise son muscle-up. On va à l'essentiel, ça s'enchaîne plus vite. Également les gars, gros conseil pour vous, j'ai usé et abusé de l'effet de stabilisation et de ralenti. C'est-à-dire que je prenais un plan et je jouais ici sur le speed ramping en créant des images clés. Comme vous pouvez le voir, pour accentuer la puissance du mouvement, ça permet vraiment de donner une impression de fluidité. Je vous conseille d'appliquer l'effet de stabilité très souvent sur vos plans. Si vous voulez un tutoriel sur cet effet qui est littéralement l'effet le plus sous-coté de tout première, je vous renvoie à cette vidéo qui date de 4 ans, je crois. Si vous allez la regarder, mettez en commentaire, notez ma coupe de cheveux sur 10, comme ça je saurai que vous êtes passé par là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi utilisé des transitions flash qui sont simples, qui permettent de masquer potentiellement des imperfections ou des cuts qui sont un peu brutaux. Autre chose à noter, ici très simple, on a une transition d'animation de position pour renforcer une intention de mouvement. La personne saisit la ceinture. Sur le plan d'après, elle effectue un mouvement de muscle up pour mieux joindre les mouvements. On va faire une animation de transformation vers l'avant, un zoom qui permet vraiment d'accentuer cette intention. Donc c'est quand même relativement simple. D'ailleurs, vous savez ce qui est simple aussi? S'abonner à la chaîne, comprendre le rythme de montage. Le but, c'est de constamment être sur une vague. Soit on est en haut, soit on est en bas, mais on n'est jamais sur une ligne droite. On évolue constamment vers un autre état. Voici tout de suite mes meilleures astuces pour un rythme de vidéo maîtrisé. Il faut construire de l'anticipation et de l'enjeu dans l'esprit du viewer pour le tenir en haleine jusqu'à un drop. Mais attention, parce que quand le drop arrive, le haut de la vague s'efface progressivement et il faut très rapidement poser de nouveaux enjeux, d'autres attentes jusqu'au prochain drop. Il faut aussi synchroniser les changements de plan, les actions fortes sur les percussions de la musique. En gros, il faut que la musique suive le montage dans son intention, comme si le sujet de la vidéo dansait. Mais attention à pas tomber dans le piège de forcément systématiquement couper sur des percussions, surtout si la musique est assez prévisible avec un rythme plutôt lent, parce que le viewer va anticiper et il va commencer à s'ennuyer. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider sur la création d'un rythme, il faut que vous aidiez de sound effect. Ici, dans cette autre composition, dans cette autre séquence, j'ai fait un réel qui est une trend Instagram, donc j'ai repris des images pour reconstruire quelque chose. On va tout de suite écouter ce que j'ai fait. Centre et top. Allez, let's go. Tout de suite, je vous donne en vrac des astuces vraiment intéressantes et vraiment utiles pour les sound effects. Déjà, vous pouvez voir que quasi la totalité de toutes mes transitions, et d'ailleurs ça devrait être appliqué partout, il y a des fondus pour éviter les craquements. Ensuite, il ne faut pas hésiter à être créatif et à ralentir ou accélérer les effets pour qu'ils correspondent à ce que vous voulez. Par exemple, moi de mon côté, j'arrivais pas à trouver un son de ventilateur qui soit assez efficace. Vous voyez qu'il y a un ventilateur au plafond, je voulais un peu donner cette ambiance-là. Et j'ai entendu un son, donc, qui est celui-là. Mais il était beaucoup trop rapide, alors ce que j'ai fait, c'est juste que je l'ai ralenti à 3%, ce qui est quand même énorme. Donc de manière assez logique, il faut timer les SFX avec les actions. Sur ce cut-là, il y a ce SFX là. Qu'est-ce que c'est ce SFX là? On va écouter ça tout de suite. C'est le tic d'une horloge avec un peu de reverb. On a un autre SFX, celui-là. Jeteur de caméra classique. Et là, sur la main qui switch sur l'œil, on a un autre effet, on va l'écouter aussi. Voilà. Mais là, il est temps pour moi de vous parler d'un truc qui en a sûrement fait grimacer plus d'un. Les puristes qui ont regardé mes séquences, qui se sont dit mais c'est quoi ça? Donc déjà, oui, j'ai fait ma correction de couleur sur Premiere. Et oui, j'ai une correction de couleur qui est appliquée dans mes timelines de dérush. Et je peux tout expliquer. C'est simple, pour ce budget, j'ai ni le temps de passer sur DaVinci, ni le budget pour faire appel à un coloriste. Et personnellement, la correction de couleur, c'est une des premières choses que je fais lorsque je mets mes rushs sur ma timeline. C'est juste une question de préférence personnelle. J'aime bien trouver le look de la vidéo avant de sélectionner mes
mes rushs pour avoir vraiment une idée du rendu final entre guillemets. Ça veut dire que je crée un look général non définitif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'applique sur des calques d'effets, c'est parce que je peux simplement les étendre et comme ça en fait j'ai une vision globale un peu sur comment ça rend dans l'univers de tous mes plans. Et la première chose que je vais faire, c'est convertir l'espace du S-Log 3 vers l'espace du Rec 709. Je vais simplement télécharger la LUT de conversion sur le site de Sony. S'il y a besoin de faire des retouches de contraste, je les fais sur ce calque, je me prends pas trop la tête. Ensuite, sur le deuxième calque, je vais venir appliquer l'effet de De-Enhancer, qui est en fait un plugin d'émulation de film. Donc je l'utilise pour son bloom, que là j'active et que je désactive, qui me permet de venir déboucher quand même pas mal des zones d'ombre, mais aussi beaucoup pour l'effet de halation. Là je le désactive, là je l'active. Donc à la base, c'est un effet qui permet de donner un look vintage, mais moi j'utilise beaucoup pour venir adoucir les peaux et leur donner une teinte orangée. C'est un peu un cheat code qui m'évite d'avoir à passer sur DaVinci pour retoucher les peaux. Et on va voir qu'on a vraiment besoin de cette orange sur la peau, particulièrement dans ce cas-là, parce qu'on veut venir créer un look orange and teal. Sachant que les seules zones de haute lumière de l'image sont les peaux, car l'environnement autour de Alexis est quand même très sombre. On va utiliser ça à notre avantage. Sur ce troisième et dernier calque que je vais activer maintenant, il y a juste un effet de couleur lumétrie sur lequel je suis venu appliquer une LUT. Ce que j'aime bien dans cette LUT, c'est qu'elle vient apporter cette teinte verdâtre aux parties sombres de l'image. Ça c'est avant la LUT, ça c'est après. On a toute cette zone de ton moyen sombre qui a été bien assombri avec le contraste et qui va rendre le visage de Alexis encore plus sharp. Sans ça, ces teintes qui sont ici, elles se confondent un peu avec le reste et on n'a pas du tout un visage qui est assez tranché. Et donc grâce à la combinaison du coup de ce plugin De-Enhancer qui vient réchauffer les peaux et avec l'ajout de cette LUT, on vient bien avoir du coup dans les hautes lumières un ton orangé et dans les basses lumières un ton verdâtre et du coup ça crée bien ce look de orange and teal. Maintenant, il y a une dernière chose que j'aime bien faire sur certains plans, c'est le cas ici, mais on va prendre un autre plan pour mieux le visualiser. Par exemple, ce plan-là, on va pouvoir utiliser un effet de mist artificiel en dupliquant du coup notre clip de base. Et en fait, sur ce clip du dessus du coup que j'ai dupliqué, je vais me mettre en opacité en écran. Et en plus de ça, je vais mettre l'effet d'incrustation luminance que je vais régler sur ces paramètres et également du flou gaussien. Et en fait, ça va me permettre, si je regarde, de créer et d'isoler simplement les hautes lumières et de créer un masque de flou avec ces hautes lumières. Sur ce plan-là, vous voyez que la fenêtre, elle est exposée de manière pas ultra claire, c'est-à-dire que on voit des détails, mais on n'arrive pas à les voir à 100%, on n'arrive pas forcément à comprendre à 100% ce que c'est. Donc le viewer va peut-être se perdre un peu dans la lecture de ça. Venir complètement le masquer avec un flou, un effet de mist artificiel, ça permet de résoudre le problème. Et en plus, on va pas se mentir, c'est carrément esthétique, c'est carrément stylé. Mais cet effet de mist, il nous permet aussi de venir contrecarrer l'absence de zones lumineuses dans certaines images. Par exemple, sur cette image, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de zones lumineuses dans la composition même de l'image. On est plutôt sur des tons sombres partout. Le t-shirt, le sol, les poteaux, le fond qui est pas forcément énormément éclairé. Une manière de venir rehausser ça, c'est d'utiliser du coup le mist au lieu de venir rehausser les hautes lumières en augmentant par exemple les tons clairs qui pourraient conduire à potentiellement surexposer l'image. D'ailleurs sur cette séquence, si vous avez été attentif, vous pouvez voir que le point d'attention reste toujours au même endroit. Ça fait partie des astuces qu'il faut vraiment connaître. L'endroit où votre œil veut regarder par défaut est toujours au même endroit. Et ça c'est primordial à maîtriser pour garder l'attention des personnes qui regardent votre vidéo au moment où votre vidéo va le plus vite. Et pour vous aider à faire ça, il n'y a rien de mieux que l'effet de transformation pour amener le regard et renforcer des mouvements. Vous voyez que sur le moment où la personne tire, je zoome en même temps dans l'image sur le même à-coup que donne la personne. Par exemple ici, sur ce plan très particulier, vous pouvez voir que le mouvement que je voulais capturer, c'était juste ce clips qui prend 2 frames. Et en fait, on va faire un zoom très précis avec une courbe très serrée qui vient en pic sur ce moment. Donc ça donne ça, c'est vraiment très vif, c'est quasi imperceptible. Il faut toujours penser les choses de manière à faciliter la lecture pour les gens qui regardent la vidéo, pour qu'ils comprennent ce qui se passe à l'écran. Il faut imaginer que ton montage, c'est un livre avec des propos forts, mais des phrases simples à lire. Et d'ailleurs tout de suite, c'est cadeau, 3 astuces pour fluidifier la lecture de ton viewer. Premièrement, essaie de synchroniser les mouvements d'un plan à l'autre. Ici, on a des images d'archives que je suis venu couper pour que les mouvements matchent. De même, essaie de toujours garder en tête cette ligne directrice qui est de se dire un plan égale une idée ou une action simple, même si c'est pas toujours obligatoire, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est bien de partir en pensant avec cette base. Et la dernière chose que je te dirais, c'est de ne pas avoir peur de laisser retomber le rythme malgré tout. Par exemple, cette partie de mon montage, c'est un espèce de ventre mou parce qu'il n'y a pas de voix off et l'action qui est présentée est répétée avant. J'ai décidé de laisser ça comme ça parce que ça fournit vraiment une poche d'air en plein milieu de mon montage qui permet à mon viewer de prendre le temps de respirer et de digérer les informations qu'il a chopées juste avant avec les premières voix off, les informations de storytelling, de temporalité. Mais pour bien réussir à passer ce ventre mou dans la narration ou dans la musique que tu essayes de suivre, il faut épouser l'énergie du momentum qui retombe avec un plan qui correspond dans l'énergie. De cette manière, tu montres que tu maîtrises le passage à vide et que tu laisses respirer ton spectateur
pour la suite de la vidéo. En tout cas, j'espère que ce format t'aura plu. C'est la première fois que j'en fais un comme ça sur ma chaîne. Si ce breakdown t'a paru assez détaillé, t'a paru assez informatif, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'autres contenus arrivent rapidement. Et aussi, passe faire un tour sur Instagram. Moi, je vais aller me coucher parce qu'il est 4 h du matin. Et je te dis à la prochaine. Waouh!